Vous écoutez Chef, le premier podcast qui vous fait découvrir l'histoire personnelle, la vie des plus grands noms de la gastronomie française. Nous revoilà. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef. Vous avez été nombreux à nous écrire pour nous dire que vous espériez entendre encore la parole des chefs, leur histoire, ces destins hors du commun qu'ils nous font l'honneur de raconter sans filtre. Alors on s'est dit qu'on n'allait pas vous abandonner, et même mieux, qu'on allait revenir bien accompagnés. Voici donc, pour reprendre le fil de notre podcast, un épisode consacré à Mauro Colagreco. Quiconque s'intéresse à la gastronomie d'aujourd'hui connaît son nom. Moi, je me souviens quand les premiers articles sont sortis pour parler de Menton, pour raconter que dans ce bout de la France, niché au-dessus de la Méditerranée, un homme était en train d'avancer droit vers un sommet. Rendez-vous a donc été pris au Mirazur, un lieu qui fait rêver, un de ces restaurants qui, sans l'avoir jamais vu, peut provoquer le désir et nous faire dire « il faut absolument y aller ». Alors on a fait la route et on est arrivé sous la pluie. On s'attendait au grand bleu, mais on a dû remonter sur les hauteurs de la ville derrière nos essuie-glaces. La voiture dépasse le restaurant, fait 200 mètres et bute sur la frontière. Amusant. On fait demi-tour en passant par l'Italie donc, pour redescendre et entrer enfin dans cet écrin. Une cuisine immense qui vous embrasse quand vous entrez, des baies qui donnent sur l'infini Méditerranée, et au milieu de cette brigade qui œuvre en silence, détendu, le chef. Quand Mauro vous salue, il prend votre main avec sa poigne et sa tendresse. Quand il dit bonjour avec son accent, on sent que l'arrogance n'a pas sa place ici, qu'il sait ce qu'il vaut, mais qu'il n'est pas là pour s'en féliciter. Il est courtois, souriant, on le dirait fait pour prendre les autres dans ses bras et bâti pour emmener haut toutes celles et ceux qu'il chérit. On s'est mis à table, il s'est mis face à moi, et l'idée de dire sa vie, clairement, ça l'effrayait pas. Vous allez donc découvrir l'itinéraire d'un des plus grands chefs de notre temps. Celui qui a fait de cette adresse, justement, la meilleure de la planète. Ouais, on est assis dans un restaurant qui, récemment encore, était reconnu comme le meilleur du monde. Tout simplement. Cet épisode a été réalisé par Nathan Cohen, qui signe les musiques et les ambiances qui vont accompagner le chemin de Mauro. Marion Caz est à la programmation. Je m'appelle David Ordono et il est temps maintenant de laisser la parole à celui qui est venu de loin. La cuisine n'était pas forcément au programme, mais à sa manière, avec toute l'humilité et la bienveillance qui le caractérisent, il a su tout gravir. Voici l'histoire de Mauro Colagreco. Je suis né en Argentine, classe moyenne, en 76. Père comptable, expert comptable, mère notaire, et avec 3 sœurs aînées. Donc j'étais le petit dernier, donc un peu l'enfant gâté, dans une famille des origines diverses de la part de mes grands-parents. 3 d'entre eux de différents endroits de l'Italie, et ma grand-mère qui était basque espagnole. Donc une belle mélange, une famille très, très unie. Je vivais dans une ville qui est une ville universitaire, une grande ville, la ville de La Plata. Et mes grands-parents, les grands-parents du côté de mon père, ils habitaient dans une autre ville, mais plus de campagne, qui s'appelle Tandil. Et on allait chez eux pour les vacances d'été, pour les grandes fêtes de famille, pour la fin d'année. Et c'est vrai que chez eux, je prenais beaucoup de plaisir parce qu'ils avaient ces jardins potagers, les poules, ils habitaient vraiment un style bien campagnard, et j'adorais rester chez eux. Et ils étaient tous les deux des grands cuisiniers, en fait. C'était pas des cuisiniers professionnels, mais tant mon grand-père comme ma grand-mère faisaient des plats formidables. Certes, beaucoup de plats d'origine italienne, donc des pâtes,
beaucoup de légumes aussi, hein. Mais elle faisait des raviolis qui étaient magnifiques, que j'essayais de faire de temps en temps, mais ils n'auront jamais le goût des raviolis de la grand-mère, non? C'est comme la Madeleine de Proust. Et mon grand-père, il adorait faire des viandes grillées. C'était bien, vraiment comme on fait en Argentine. Mais c'était vraiment un expert donc, qui allait chercher pour Nouvel An le cochon à un village à 200 km parce que c'était là qu'il y avait le bon cochon et comme il le voulait et les préparer pour la famille lors des fêtes de fin d'année. Donc, j'ai une enfance très joyeuse et tendre, oui. Oui, j'étais un enfant heureux. On était une famille très unie, qui étaient tous des amoureux de la cuisine, appréciaient les bons produits. Quoi, c'est des grandes tables là, parce que du coup, Et c'était des grandes tables, et certes, la famille, on était des fois une vingtaine, mais il y avait toujours 22, 23 plats de dressés déjà à table parce qu'il y avait des amis qui venaient, des voisins, donc c'était vraiment une ambiance très festive, très joyeuse, autour toujours d'une table. Et ça, cette passion pour la gastronomie, pour la cuisine, pour devenir cuisinier, mais je ne l'ai pas repéré de tout petit. C'était quelque chose de naturel, mais que j'ai découvert plus tard, à 20 ans. Ah oui, c'était quoi les rêves du coup vous pensiez quoi, vous projetiez quoi quand vous vous imaginiez plus tard, plus grand? Je voulais devenir ramasseur de poubelles. Moi aussi. Je disais ça à ma mère quand j'étais petit. Ah oui. C'est drôle. Et j'adorais ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adorais. Et loupé. Voilà, loupé. C'est loupé. C'est loupé. C'est un rêve loupé. Mais après, j'ai eu beaucoup de liberté dans ma jeunesse aussi, dans mon adolescence. J'ai beaucoup voyagé tout seul, pratiquement à partir de 14 ans. Beaucoup en famille, mais aussi des voyages tout seul qui m'ont ouvert beaucoup l'esprit. Dans quel cadre, pardon? Du coup, c'est quoi voyager tout seul quand on a 14 ans? C'est rare. J'étais avec des amis, on faisait des voyages avec sac à dos dans le sud de l'Argentine, en Patagonie, des endroits magnifiques, très isolés, des paysages à tomber, parce que c'est vraiment des endroits magnifiques. Donc mes parents, ils m'ont donné beaucoup de liberté, ils me faisaient confiance. Voilà, j'ai eu une enfance, une adolescence vraiment riche. Vos parents, ils vous exposaient à ça, c'est une forme de curiosité et d'ouverture, d'apprentissage d'une ouverture sur le monde en fait. Oui. On était exposés à ça de tout petit et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour comprendre après plus tard les autres. Et valoriser justement ces richesses, les cultures différentes, de ne pas avoir peur à l'autre, sinon justement aller vers l'autre, découvrir qu'est-ce qu'il y a du bon, non? Et pas avoir la peur de qu'est-ce qu'il y aura du mal. Mon père, autre chose qu'il a fait, que je pense qu'il avait très bien fait, c'était que à mes sœurs et à moi, les plus petits, dès qu'on a eu 13, 14 ans et que justement j'ai voulu avoir de l'argent pour voyager, pour m'acheter des choses, il m'a dit, pas de problème, mais cet argent, tu vas le gagner et tu vas venir travailler. Il avait un cabinet comptable. Il me disait, les week-ends, un jour, ou 2 jours, 3 jours par mois, tu vas venir. Les vacances, tu vas travailler. Tu vas faire ton argent de poche. Et j'ai commencé à travailler dans le cabinet comptable de mon père de très petit, à 14 ans, même 13 ans. J'ai fait ça, je l'ai aidé dans des petites tâches, mais
m'a fait comprendre la valeur du travail. Et donc, quand j'ai fini mes études, je rentre à l'université d'économie de la ville de La Plata. J'ai fait 2 ans et au bout de 2 ans, grande crise existentielle, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je vais le dire à mon père avec beaucoup de crainte de les décevoir finalement. Et lui, tout le contraire, il m'a dit, écoute Mauro, j'étais en train d'attendre ces moments parce que je te voyais que tu n'étais pas du tout passionné. Il faut que tu trouves ta voie, il faut que tu trouves ta passion parce que tout ce que tu fasses, il faut que tu le fasses avec envie. Et ça, tu pourras pas le faire si tu trouves pas ta passion. C'est une chance d'avoir cet écho à ce moment-là d'un papa. Oui, très compréhensif. D'un parent, ouais. Ah ouais, très compréhensif. Et là, qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant? Et là, c'était carrément une crise existentielle. Là, on était OK, ce que je vais faire. Et j'avais un copain qui venait d'ouvrir un restaurant à Buenos Aires. J'ai eu cette idée de lui dire, écoute, en attendant de voir si je découvre ma passion, est-ce que je peux venir t'aider? Il m'a dit, oui, bien sûr, moi justement, j'ai besoin d'un coup de main. Et les premiers jours que je suis rentré dans cette cuisine, c'était incroyable. C'est l'énergie, l'adrénaline créée pendant le moment du service ou avant le service. C'était quel genre de cuisine ou de brigade? C'était petit, c'était comment? On va dire plutôt un très bon bistrot. Et moi, j'adorais cette ambiance, mais plus que cette ambiance, j'adorais vraiment cuisiner. C'est ce qui s'est passé dans la cuisine. C'était une révélation, une chance, vraiment par hasard, de tomber là-dedans. En fin de compte, une semaine après, j'étais en train de chercher une école pour apprendre à cuisiner professionnellement. Et donc, j'ai eu cette chance de pouvoir découvrir ma passion, de trouver ma passion à ces moments-là des crises existentielles à 20 ans, pratiquement, 21 ans. Quelque chose que j'appréciais beaucoup et que je continue à apprécier de ces métiers, c'est les rapports humains. C'est un métier qui nous permet d'être en contact très intime avec des gens très humbles justement, mais un agriculteur qui va produire des super légumes, mais c'est des gens finalement de la terre, assez rustiques. Et après, on a une relation parce qu'on est en train de les faire à manger des fois à des présidents, des artistes, des gens très, très cultivés. Cet spectre qu'on a, qui est très large. Très large, c'est pour moi une richesse unique. Qui recoupe le goût du voyage et la curiosité que vous évoquiez avant. Tout à fait. Et ça, sans bouger, vous voyagez là pour le coup. Sans bouger, on voyage et on a cette opportunité de rencontre humaine que j'ai apprécié énormément. Et à tout ça, ça ajoute encore l'ouverture au monde, parce que la cuisine ouvre les frontières de tout. Moi, j'étais dans des coins où je parlais pas un mot de la langue locale et avec des gens qui parlaient pas d'anglais, pas de français, pas d'espagnol, qui sont les 3 langues que je maîtrise le plus, et pouvoir s'entendre parce que un plat arrive et on a ce partage. Donc c'est un métier qui est tellement riche. Certes, c'est dur, c'est un métier qui est dur, mais c'est un métier qui, en tout cas, personnellement, m'enrichit énormément. Alors après, j'ai repéré quelque chose que j'ai retrouvé dans mes études, mais aussi dans la lecture que j'ai faisait des grands chefs de l'époque. Tous, ils avaient quelque chose en commun, ou la plupart, ils avaient passé un moment de sa carrière en France.
Et c'est là que j'ai commencé à avoir cette curiosité pour la cuisine française et me dire, je vais partir en France pour connaître la cuisine française, me former là-bas et après retourner en Argentine pour ouvrir quelque chose. Et donc, au bout de 2 ans et demi, j'étais déjà en France à 23 ans. Et en fait, je ne pouvais pas me payer ce qui était le plus simple à l'époque, une école de cuisine privée comme le Cordon Bleu ou l'école de Paul Bocuse, ça aurait été les plus simples. Donc, moi, j'ai envoyé mes candidatures un peu dans tous les lycées hôteliers de France publics. Et j'ai qu'un qui m'a répondu positivement, que c'était le lycée hôtelier de La Rochelle. Il y avait c'est May qui me disait, écoutez, on aime bien votre démarche, mais votre niveau de français, il n'est pas... vous allez avoir beaucoup de difficultés pour suivre les cours. On vous conseille de faire des études de français et revenir postuler l'année prochaine. Et à l'époque, on était tout par lettres, hein, par le courrier. Les mails étaient rares. Et donc, j'ai envoyé une lettre en disant écoutez, pas de problème. Moi, je pars tout de suite en France parce que je pense que la meilleure façon de prendre une langue, c'est dans le pays même. La seule chose que je vous demande, c'est un rendez-vous au mois de juin, avant la rentrée, pour voir si mon niveau de français il est à niveau suffisant. Et donc, je pars sans avoir la réponse du lycée. J'arrive à Bordeaux, je suis un cours intensif à l'Alliance française. Et, tout seul, là, pour le coup. Tout seul, oui. Et je vais frapper la porte du lycée au mois de juin, avant les vacances d'été. Et il y a le proviseur, Monsieur Gaillot, à l'époque, qui était très surpris de me voir débarquer. Il l'a fait. Et il m'accepte dans la rentrée pour un cours, une mise à niveau pour faire un BTS. Mais je pense que c'était plus le courage d'aller frapper la porte qui montre une motivation, que finalement le niveau des français, parce que j'ai toujours mon accent, imaginez-vous, il y a 20 ans en arrière. Ouais, mais on se dit que s'il est capable de traverser l'océan pour venir jusqu'à nous, bon, il va finir par apprendre à parler français, il a fait le plus dur. Il m'a donné l'opportunité, il m'a ouvert les portes du lycée et c'est là qu'a commencé mon histoire dans la gastronomie française. C'est quoi l'effet que fait la France quand on vient, quand on l'a peut-être un petit peu fantasmé par la cuisine, quand on vient de l'autre bout du monde? C'est quoi l'effet que ça vous a fait? Alors moi, je suis toujours un amoureux de la France. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de finalement rester. Hein. Ça fait 22 ans que je suis. J'ai moitié de ma vie en Argentine, moitié de ma vie ici en France. C'est peut-être ma formation littéraire où j'ai lissé tous les grands écrivains français, les grands artistes de la culture française. Donc, j'avais aussi une vision de la France très culturelle. Et donc, c'était pas juste la cuisine. C'était venir en France, ça a été pour moi... C'est une culture, là. Vous épousez une culture, oui, au sens large, quoi. Oui, au sens large. La chose qui m'a peut-être impacté le plus, c'était les marchés. J'adorais ces marchés. Même si en Argentine, on a encore ces cultures très européennes de marchés. Non, c'est pas très européen parce que dans le monde, il y a plein de marchés fantastiques. Mais c'était différent. Et surtout, ces côtés très soignés, des petits artisans, ces cultures en général des Français d'aller choisir, non, un peu les souvenirs de mon grand-père qui faisait 200 km pour aller chercher les cochons. Mais je l'ai retrouvé en France et j'adorais parce que tout était d'une fraîcheur, d'une beauté unique. Et ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué
quand je suis arrivé en France. Ça, là, vous vous retrouvez quand même au cœur de votre rêve. Vous découvrez la cuisine, la France que vous aviez rêvé, vous l'avez fait, et puis vous intégrez cette formation. Après cette formation, comment on fait ses premiers pas? Parce que j'imagine que forcément, il y a eu les premiers pas dans la sphère professionnelle en France, et il y a eu des maisons prestigieuses. Ça s'est passé comment, en fait, la charnière? Comment vous êtes passé de l'apprenti, de l'apprenant J'ai commencé ces mises à niveau. Dans cette formation, on avait 4 mois de stage. Le fameux stage que tous les chefs décrivent comme une espèce de grand moment, en fait. Oui, c'est des grands moments, Ouais. tout à fait. On a l'énergie, l'âge, l'envie. Et j'avais une grande maître qui était Béatrice Chomnales, qui c'était une grande maître cuisinière avec laquelle j'ai eu la chance pendant mes études en Argentine de la rencontrer, de devenir très proche d'elle, qui avait été chez Bernard Loiseau. Donc, quand je dois choisir mon stage, je l'appelle et je lui dis Béatrice, écoute, je dois faire un stage de 4 mois, j'aimerais beaucoup, tu m'as parlé d'un chef français merveilleux, j'aimerais rentrer chez lui. Et il me dit, vas-y, envoie son CV, je vais les appeler pour qu'ils te tiennent en considération. Et alors, je vais parler au lycée après cet appel et je lui dis, bon, je crois que j'ai trouvé un stage. Il me dit, ah non, mais je suis en 3 étoiles Michelin, il faut pas aller à cet stade des études, vous allez être déçus, ils vont vous mettre à éplucher des patates, toute la journée, vous allez faire qu'une tâche, on vous conseille vraiment pas. Donc, il s'était pas du tout d'accord que je parte chez Bernard Loiseau ou chez n'importe quel autre 3 étoiles Michelin. Et moi, je savais que j'avais déjà du temps à rattraper. J'avais 23 ans, j'avais des collègues qui avaient 19, 18 ans. Et moi, j'étais focus que j'allais faire mon stage chez Bernard Loiseau. Donc, j'envoie quand même contre la volonté du lycée, j'envoie mon CV, pas de réponse, j'envoie 2e fois, 3e fois, j'appelais tous les week-ends, jusqu'à un jour qui me dit on en a marre, il venez. m'envoie, la réceptionniste me passe en cuisine. J'ai de l'autre bout du téléphone Patrick Bertrand qui était le chef et qui a continué après à être le chef pendant des années chez Bernard, qui me dit oui, monsieur Colagreco, on sait qui vous êtes. Si on ne vous a pas répondu, c'est parce qu'on est en train de voir votre candidature. Restez tranquille, mais bon, vous pouvez déjà être tranquille parce que vous pouvez venir. Et donc, finalement, je pars chez Bernard. Je découvre cette brigade de 30 cuisiniers, tous stockés. Ouais. Là, pour le coup, on est dans la grande tradition, là, on est dans la prestige français. Ouais, grande haute cuisine, incroyable. Et effectivement, première tâche qu'il me donne, c'est voilà, pas éplucher les pommes de terre, mais c'était équeuter le persil pour son plat fameux des grenouilles sauce persil et mousseline d'ail. Donc c'était des caisses de persil équeutées. Et j'étais tellement content et j'allais vite. Et bon, après, quand j'ai finissé les caisses de persil, j'ai dit bon alors, qu'est-ce qu'ils vont me donner maintenant? Et c'était des caisses d'ail pour éplucher l'ail. Mais j'étais toujours super content, super motivé. Mais je me disais, je vais être le plus rapide pour écouter les persils, je vais être le plus rapide pour éplucher l'ail. Au bout d'un mois de stage, de mise à l'épreuve, parce qu'après j'ai compris comment ça marchait, ils m'ont commencé à donner des tâches beaucoup plus intéressantes. J'ai fait un super stage et juste une semaine avant la fin des stages, que je devais retourner à La Rochelle,
Je faisais les petits déjeuners les matins et il y a Bernard qui arrivait toujours très tôt les matins. Il venait voir les clients de l'hôtel et on s'est retrouvés tous les deux en cuisine. Moi, je les faisais souvent à manger une fois par semaine et il adorait ce que je les faisais à manger. Et il me demande qu'est-ce que je faisais, jusqu'à quand j'étais chez eux. Et je lui ai dit, il me reste qu'une semaine, après je dois retourner au lycée. Et je lui ai dit, j'aime beaucoup ce que j'ai découvert ici, c'est vraiment passionnant, c'est super. Et il m'a dit, écoute, Mauro, tu sais, là, on arrive à la fin de la saison, il y a beaucoup des apprentis et des commis qui partent. Est-ce que ça te dit pas de rester chez nous? Et là, c'était pour moi incroyable, mais c'était une décision pas facile. Parce qu'il fallait abandonner l'école. Il fallait abandonner le lycée. Et je lui ai dit, écoutez, chef, donnez-moi 24 heures et je vous donne une réponse demain. Et là, je n'ai pas pu dormir. C'était un moment tellement de doutes, d'excitation. Et le lendemain, bien sûr, je lui ai dit, chef, je reste. Et donc, je lui ai rappelé le lycée pour dire, écoutez, je rentre pour récupérer mes affaires, mais je ne ferai pas le BTS. Ils m'ont proposé un poste. Là, c'était une grande crise aussi. Mais c'est pas bien, il faut continuer ses études. C'est vrai, ils avaient une part de raison. Mais bon, je savais que je devais gagner du temps parce que je n'avais pas du temps à perdre. J'étais venu en France pour ça. Et j'entame cette carrière chez Bernard, dans cette cuisine magnifique, jusqu'à qu'il il y a cette malheur qui arrive un an et demi après avec le suicide de Bernard. C'est troublant ça, parce que ça vous confronte à une réalité alors que vous démarrez un petit peu là-dedans, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est quelque chose de très dur, très choquant. Moi, je n'ai pas pu rester chez Bernard parce qu'on avait une relation, une très belle relation avec Bernard. J'étais un peu le gâté de l'équipe à un moment donné. Comme dans la famille, le petit dernier qui était arrivé. Mais je suis toujours, mais... C'est bon ça, c'est bon. Il a trouvé le bon créneau. C'était pour moi, pour tout le monde, hein, mais moi je l'ai vécu très mal, très très fort, parce que je ne comprenais pas, personne ne comprenait finalement. Mais ça a été une grande leçon de vie. Je ne comprenais pas comment cette histoire d'étoiles, pourquoi tellement de pression. En fait, quand j'ai commencé la cuisine en Argentine, le guide Michelin n'existait pas en Argentine. Je n'avais aucune connaissance de qu'est-ce que c'était. J'ai commencé à cuisiner juste pour l'amour à cuisiner, totalement différent qu'un cuisinier en France qui a quand même une histoire de 100 ans de guide, plus de 100 ans de guide qui accompagnait l'évolution de la cuisine française. Et lui était très attaché à ça. Ces étoiles, il les a voulu très vite, très jeune. Oui, mais quand on commence à cuisiner en France ou en Europe, on a déjà l'image de cette chef étoilée. Moi, je ne l'avais pas, donc je comprenais encore moins. Et je m'ai promis, après avoir compris ça, que je n'allais jamais travailler pour les récompenses, que je n'allais jamais travailler pour quelque chose qui puisse m'infliger une angoisse, une pression autre que le plaisir de cuisiner pour quelqu'un d'autre, non? Et ça m'a beaucoup aidé. Après, plus tard, avec tout cet enchaînement de récompenses qu'on a eu au Mirasur, pour garder vraiment les pieds sur terre
et continuer toujours à cuisiner avec cette envie de cuisiner pour l'autre, pour se faire plaisir aussi à soi-même. Et pas pour les médailles. Et pas pour les médailles, c'est une récompense qui vient avec ce travail. Et des fois, je vois des gens qui s'infligent, ça devient un cauchemar presque. Et après, bon, j'ai eu la chance de continuer. Bernard, il m'a ouvert vraiment les portes de la restauration, on va dire, grande restauration. Là, vous aviez acquis un savoir-faire, j'imagine, beaucoup plus important. Oui, là et surtout à l'époque, c'était très difficile de rentrer dans des cuisines, des restaurants 3 étoiles Michelin. Et là, vous aviez un sésame. Vous aviez le pass après, oui, voilà, chez l'Oiseau. Les passes. Donc, je rentre à l'Arpège. Donc, je voulais monter à Paris. Après ce lieu, 3000 habitants, je dis stop, il faut que je la ville. J'avais 25 ans, donc je décide de monter à Paris. Donc, j'envoie des CV à droite à gauche. Et c'est à l'Arpège qui j'ai eu une proposition. L'Arpège, on est au moment. Juste il a déjà opéré après, ça. Juste 1 an ou 2 ans après. Qu'Alain Passard ait retiré la viande de sa carte et qu'il soit passé, d'accord. Dans une cuisine beaucoup plus végétale. Ouais. Et donc là, c'est une adresse qui fait très envie parce que quelque chose s'y passe pour le coup. Là, oui, c'était un moment unique. Il y a des moments qui se passent dans certains restaurants. Il y a des moments, il y a une espèce d'euphorie, de révolution. Ouais, ça écrit un peu l'histoire de la cuisine du moment. C'est une petite page de l'histoire de la cuisine qui s'écrit là. Tout à fait. Donc j'arrive là. Donc c'était passionnant parce que c'était les gens, on était une petite brigade mais qui était très unis. Très cosmopolite. Il y avait, tu vois, cette démarche totalement différente à la cuisine classique que j'aurais pu connaître chez Bernard. On avait un artiste. Alain, c'était un artiste, donc et de l'improvisation. Chez L'Oiseau, on était sur des recettes très travaillées, très codifiées, que on faisait valider. Chez Alain, c'était tout le contraire, c'était l'improvisation, la sensibilité, travailler les gestes, et surtout la sensibilité du cuisinier pour pouvoir faire quelque chose de génial, mais sans barrière, on va dire, pas en train de chercher la recette parfaite, sinon justement avoir cette prise de risque et d'oser créer quelque chose le matin pour les servir le déjeuner. Là, c'est super parce que quand même, vous avez appris une espèce de, j'imagine, plein de techniques chez L'Oiseau et cette arrivée chez Passard, elle doit parler un petit peu à votre fibre artistique, ce goût que vous aviez pour les disciplines artistiques, pour l'art en général. Là, vous trouvez un maître qui est très créatif pour le coup. C'est pas mal d'avoir cet enchaînement. Tout à fait. C'était 2 contrastes totalement différents. Cette passage à l'Arpège m'a ouvert. En fait, j'ai enlevé tout type de peur à la prise de risque et à laisser l'imagination, la créativité s'envoler. Vous avez des souvenirs de plats comme ça qui vous... Moi, je me rappelle un jour, Alain arrivé à 11h30 avant le service, aller dans la cave où il y en avait une toute petite chambre froide, parce que tous les produits, c'était d'une fraîcheur incroyable. Et ça, c'était... Après, j'ai compris pourquoi on avait une toute petite chambre froide. Alain, il voulait pas plus grand, justement pour avoir pas la possibilité de stocker des choses. Et il descend, il monte avec une oignon de Cévennes magnifique, et il épluche l'oignon, il fait un ruban d'oignon, il les met dans une casserole avec un peu de beurre breton micelle, et
il les sert à midi en ruban d'oignon avec une sauce de noisettes. Et c'était un plat tellement simple, mais tellement parfait pour moi. À ces moments-là, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Il y avait du croquant par les noisettes, cette sauce gourmande, l'oignon qui avait caramélisé, avec des notes aussi d'acidité des agrumes, des zestes d'agrumes. C'était un plat que je n'ai jamais oublié. C'était pour moi dire, voilà, avec un oignon, sans aucune recette préétablie, ben on peut faire un plat génial. C'est vertigineux quand même d'arriver avec cette simplicité à faire quelque chose d'aussi mémorable. Ah oui, ouais. Très dur. C'était très dur, mais comme j'étais aussi dans l'ouverture totale, j'étais une éponge, j'étais venu en France pour ça, pour apprendre. J'avais aucune notion, juste ces passages des 2 ans chez Bernard Loiseau. Et donc, j'ai rentré comme commis, j'ai fini à l'Arpège comme sous-chef. Ça, c'est une histoire de combien de temps, du coup? Ça, c'était une histoire de 2 ans encore, pratiquement. C'est un parcours, quand même. De 2 ans d'arriver en étant personne, commis, et de finir en étant sous-chef. Donc, sous-chef, c'est le second, quoi. Ah ouais, c'était vertigineux. Mais j'avais tellement compris sa volonté, son chemin, je m'investissais énormément. Ouais, et puis vous avez quand même un truc qui est d'arriver à créer un lien très proche avec ces gens qui peuvent être des mentors ou des gens, des passeurs. En fait, j'étais tellement à l'écoute, j'avais tellement cette impression d'être devant des gens richissimes dans tous les aspects. Et peut-être c'est cette notion que j'ai eue dans l'enfance et dans l'adolescence des voyages, des rencontres. Ce respect vers l'autre et d'être toujours à l'écoute pour apprendre, non? Qui m'a permis de justement pas perdre du temps, mais concentrer à voir qu'est-ce que ces gens-là, ils avaient du bon à m'apprendre. Et il y a une forme d'humilité à ce moment-là, parce qu'on prend de l'autre. Est-ce que vous voyez à ce moment-là, est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous vous dites, tiens, un jour, j'aimerais bien être chef, j'aimerais bien être à sa place? Oui, mais pas tellement révélé à ces moments-là. Je pense que c'était... je me sentais encore avec beaucoup de besoins d'apprendre. Et on a toujours peur de faire le pas. Hein. On n'est jamais prêt. Moi, quand j'ai des cuisiniers qui sont passés du temps avec moi et des années et qui viennent me voir et me disent, chef, je sais pas, je me sens pas prêt. Je les dis toujours, mais tu seras jamais prêt. Il faut faire les pas parce que si tu attends le moment que tu seras prêt, ben, ça va jamais arriver. Après, je savais que Paris, c'était pas la ville où j'allais rester toute ma vie. Et parce que trop de soleil, trop de sourires, trop de choses comme ça. Trop de nature. Ouais, c'est ça. Épuisant. Même si c'est une ville que j'adore, je suis pas quelqu'un de très sorbant. C'est pas la Patagonie. C'est pas la Patagonie, non. C'est sûr, mais même si j'ai grandi dans une ville qui est presque 1 million d'habitants, j'ai tellement cette attache, peut-être des passages chez mes grands-parents ou des voyages autour de l'Argentine avec mes parents. Je savais que Paris, c'était pas ma ville. Mais j'ai commencé à me poser des questions si j'allais retourner en Argentine, en fait. Et je me suis dit, avant de partir de Paris, je vais faire un grand palace. Et donc, c'est là que je postule chez Ducasse, au Place Athénée. Encore une petite maison. Encore une petite maison. Et
Et encore un moment très particulier de cette maison. Il y avait Christophe Moret qui reprenait les cuisines du Plaza. Et donc, énormément de pression pour garder les 3 étoiles après le départ de Jean-François. Et encore une pression supplémentaire parce que il voulait être mieux que Jean-François. C'était une espèce de compétition. Le Plaza, c'est un peu ça, hein, c'est des règnes successifs, un truc comme ça. Et il y avait quand même une ambiance très marquée par la compétition en interne, chose que c'était totalement différent de l'arpège. À l'époque, ils prenaient que des commis au Plaza Athénée. Et ils avaient fait une exception avec moi parce que comme j'étais sous-chef à l'arpège, ils m'ont proposé un poste de chef de partie. Ah ouais, sinon on démarrait commis. Oui. Et donc j'arrive dans une brigade où les gens se battaient depuis des années pour avoir un poste comme celle que j'avais. Et donc j'étais, c'est qui cet Argentin qui vient qui débarque nous piquer nous piquer les postes et c'était très dur. Donc j'étais je rentrais très tôt, je partais très tard parce que je voulais tenir les postes. Mais voilà, il y avait une pression qui régnait dans le restaurant, qui était pour moi très dur, mais qui après, avec le temps, je la vois comme une super expérience. C'était une super expérience parce qu'on était vraiment dans les détails infimes, la précision absolue et dans la recherche de la précision, de la perfection, non? Il y a encore un autre changement totalement radical, non? Je venais d'une cuisine d'expression, c'est ce que j'allais dire. Artiste. Il y a eu ce Loiseau qui pose des fondations, une cuisine traditionnelle, ce Passard qui est un créatif, et là vous rentrez dans un truc de sportif de haut niveau, en fait. Des sportifs de haut niveau, magnifique, mais dur à vivre. Donc j'ai fait un passage de 8 mois, mais très, très enrichissant. Après, j'ai été rentré dans un moment où j'avais presque eu l'envie, la doute de quitter le métier. Ah ouais. Oui, parce que si c'est 8 mois et quand on s'en va de là, c'est même si on a eu envie de tenir jusqu'au bout, c'est allez, c'est bon, là j'en ai marre. Voilà, j'avais arrivé à passer par déjà tous ces gens-là qui je voyais comme des dieux pratiquement. Et donc j'ai parti avec une déception personnelle de dire finalement je ne sais pas si je vais arriver, si c'est vraiment me mettre en doute, mais j'arrivais même à postuler comme pour être inspecteur Michelin. Ah ouais. J'ai encore la lettre. Vous avez postulé pour être inspecteur? Ah ouais. J'ai encore la lettre de Michelin qui me répond en me disant bon, en ce moment, on apprécie beaucoup votre parcours, c'est très intéressant, mais en ce moment, on ne cherche pas des inspecteurs. Drôle. Comme en me disant bon, une réponse très, très polie. Ouais. Mais c'était une manière pour vous de rester dans la cuisine, mais en s'écartant un petit peu de la cuisine. Oui, quoi. Oui. Il y avait besoin de ça, quoi, à ce moment-là. Oui, j'avais besoin de ça. Et c'est là que je rentre à faire des extras chez Poté les Chabots. Donc, une expérience. Tout autre encore. Tout autre. Traiteur, gros volume, mais avec une maîtrise extraordinaire. Très formateur, ça m'a servi énormément après pour l'organisation. Et après, bon, je me suis dit, bon, je vais revenir quand même avant mon départ, je vais faire quand même mon dernier restaurant, il faut que je prépare un peu le terrain. Et c'est là que je commence plus ou moins à me dire, je vais rester en France, mais pas à Paris, ou peut-être oui, j'avais vraiment des doutes. Et je rentre à l'époque au Grand Véfour de Guy Martin où il y avait encore 3 étoiles Michelin. Mais j'ai bien choisi le restaurant parce que on était fermé vendredi soir, samedi et dimanche. Et c'était ça qui me permettait à moi de travailler sur mon projet personnel. J'avais
pu mettre de côté très peu d'argent. Je n'avais pas des investisseurs pour m'accompagner, ni des associés. Je n'avais pas accès au crédit parce que j'étais juste un cuisinier étranger, sans famille en France. Et donc, pendant cette année chez Guy Martin, j'ai allé visiter des choses. C'était des boui-boui, et c'est même avec des boui-boui que j'avais pas les moyens. Donc, j'ai commencé déjà un peu à baisser les bras. Et il y a un jour, on était chez des amis qui nous avaient invités à dîner. Ils avaient invité un autre couple d'amis qui étaient des Italiens. Et donc, pendant la soirée, le dîner, on en parle, on échange, qu'est-ce qui faisait l'un, qu'est-ce qui faisait l'autre. Et je leur raconte que, voilà, j'étais en train de chercher un restaurant. Et ils me disent, ah, c'est drôle parce que nous, on a une maison secondaire à Menton. Et on a un restaurant, il y a un restaurant à Menton qui est magnifique, qui est fermé depuis 5-6 ans. Et juste la semaine dernière, on vient de rencontrer le propriétaire qu'on a échangé. Tu veux qu'on essaye de te le présenter? Parce qu'on sait, il nous a dit qu'il cherchait un repreneur. Je dis, écoute, moi, je ne connais pas Menton, je n'étais jamais en Côte d'Azur, mais j'ai entendu parler que c'est un endroit formidable. Pourquoi pas? Et un mois après, j'ai descendu à Menton. C'était en 2005, en octobre 2005. Je pars de Paris, il faisait gris, il pleuvait, il commençait à faire froid. J'ai atterri à Nice, il faisait 20 degrés, le soleil partout. C'est peut-être un bon signe. Je gare ma voiture dans le parking du restaurant. Et là, je vois le restaurant et je dis, mais ces gens-là, ils sont totalement malades. Je leur ai dit que je n'arrive pas à trouver un boui-boui à Paris parce que je n'arrive pas à les payer. Ils m'envoient dans un restaurant face à la mer, 4 étages. Parce que là, on est dans une bâtisse sur les hauteurs, face à la mer. Pour les gens qui n'ont pas cette représentation, c'est impressionnant pour le coup. Là. C'est un restaurant qui est magnifique, une propriété qui est unique. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je viens de faire ici? J'avais l'agent immobilier qui m'attendait pour faire la visite. Et après, j'avais le rendez-vous avec les propriétaires dans un hôtel de la ville. J'avais préparé tout un dossier avec mes CV, photos des plats, des idées des menus. Il faisait 2 kilos les dossiers. Donc, je rentre à l'hôtel, je demande pour ce monsieur. Et il me dit, oui, il est en train de vous attendre dans le canapé. Donc, c'était une personne, il y avait la bonne soixantaine, 70. Il était tout habillé en blanc, chapeau Panama. Et c'était un anglais, c'était le prototype de l'anglais en Côte d'Azur. Mais un charmant monsieur, très british justement. Et il me parle, je lui dis, bon, écoutez, j'ai tous ces dossiers avec mon parcours. Il me dit, non, mais ça ne m'intéresse pas. Racontez-moi, qu'est-ce qu'il fait un Argentin ici? Qu'est-ce que vous êtes venu à faire en France? Racontez-moi votre vie, un peu ce qu'on vient de faire. Et donc, on a commencé à parler, on a resté pratiquement 1h30. À un moment donné, il me coupe la parole, il me dit, permettez-moi de vous poser la question. Vous n'avez pas l'argent pour m'acheter le restaurant? On n'a pas parlé d'argent, mais je pense effectivement que votre propriété elle est splendide, magnifique. Et je n'ai pas autant des épargnes pour entreprendre un projet comme ça. Il me dit, mais peut-être ce n'est pas un problème. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un pari. Je vais vous laisser 1 an ou 2 en location chez Rance avec un loyer très modique
Et c'est vrai, c'était à l'époque, c'était 1500 € par mois. La seule chose que je vous demande, il me dit, c'est une caution de 40 000 €. Et les loyers tous les mois de 1500 €. Là, c'est quand même exceptionnel, non? Là, je l'ai dit tout de suite, on serre la main, on fait affaire. Donc, on ouvre en avril 2006. Et là, cette belle histoire commence. Elle commence très vite. Très vite. On a ouvert en avril, au mois de mai. Fin mai, chez mon associé à l'époque, qui descend, blanc. Il me dit, chef, parce qu'il ne m'appelait pas pour mon prénom, il m'appelait chef. Il me dit, chef, je crois qu'il y a François Simon, un critique gastronomique incroyable, mais c'était à l'époque. Très influent à l'époque. À l'époque, il faisait le jour et la nuit dans la gastronomie. Tout blanc, il me dit, je crois que c'est François Simon qui est à la 14, à la table 14. Et j'ai dit, mais non, mais on est où de la table 14? On était au dessert pratiquement. J'ai dit, les jeux étaient faits. Tu l'as pas repéré avant? Désolé. Donc, on était, c'était un moment de crise jusqu'à qu'il part et il dit rien. Il dit rien, évidemment. Donc, une angoisse totale. C'est la fin. On va jamais s'en sortir. Au bout de 3 semaines, un article magnifique sur le Mirassure qui était la pointe de départ de cette extraordinaire carrière au Mirassure. On avait ouvert en avril. Au mois d'octobre sort le guide Golmio et le guide Omnivore. On sort dans les 2 guides comme révélation de l'année. 9 mois après, au mois de février, après l'ouverture, on a cette surprise de sortir au guide Michelin avec une étoile Michelin. Première étoile, c'est un truc quand même. Première étoile. Ouais, et surtout à l'époque, c'était très rare d'avoir une étoile Michelin aussi vite. Ouais. Non, c'était vraiment incroyable. Cette étoile, pour vous, à ce moment-là, la première, en l'occurrence, parce qu'il y en aura d'autres, c'est un truc particulier. C'était incroyable. On était 3 en cuisine, 2 en salle pour cet restaurant qui est énorme. On était avec une personne dans l'administration, dans l'administratif, donc on était 6. Toute petite famille. Aujourd'hui, pour vous dire, on est 85. Mais voilà, ça, c'était vraiment le départ de cette aventure. Et puis c'est là où vous vous révélez. C'est là où, dans l'ombre, jusque-là, de chefs et de grands noms, pour le coup, très prestigieux, pour la première fois, comme vous le dites, par les observateurs, François Simon, la critique, c'est aussi ça, c'est repérer. Ouais. Se dire, il y a un mec qui s'appelle Mauro, et là, on parle de vous, pour le coup. Pour une fois, c'est vous, c'est chez vous. Votre cuisine, c'est aussi quelque chose que vous installez à ce moment-là, qui se dessine. Elle ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on mange à ce moment-là? Jusqu'à là, tout était... mais moi, j'ai découvert ma cuisine, finalement. Parce que j'avais toujours cuisiné pour des autres chefs. Et là, j'étais chez moi, j'étais tout seul devant le monde. Dans un endroit, en plus, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas les produits locaux. Je ne connaissais pas les producteurs, pas les fournisseurs. Et surtout, personne ne me connaissait. Donc, j'allais tous les matins au marché. Je revenais comme un gamin qui découvrait la vie avec plein de produits que je voulais travailler, que je voulais découvrir. C'était vraiment une vision très vierge de cet endroit. Avec une cuisine finalement de terroir, parce que j'ai travaillé qu'avec des produits locaux, mais une expression du terroir totalement nouvelle, totalement personnelle, parce que c'était une cuisine totalement vierge, sans attache. Et ça se traduisait par quoi? Alors, ok, l'empreinte locale, les produits locaux que vous avez découverts, et cette singularité, elle se traduit par quoi à ce moment-là? Cette singularité, c'était justement tous ces bases que j'ai construits, ces piliers que j'ai construits avec mes passages de formation dans les grands chefs, ces piliers de mémoire gustative d'enfance et cette ouverture d'esprit justement dans un endroit où il y a une frontière. Donc, j'ai pu aller chercher les plus beaux de l'Italie ou les plus beaux de la France et l'exprimer dans mes plats, dans une cuisine très
très épuré, peut-être pas au départ, mais qui tout de suite a compris que les produits, il était tellement unique ici Il fallait simplifier. qu'il fallait aller à l'essentiel. C'est quoi la première assiette où vous vous êtes dit, ce plat-là, il ressemble à la direction que je veux prendre? Parce qu'on n'est jamais satisfait de son plat dans les débuts, mais il y en a certainement un où vous vous êtes dit, là, on commence à trouver une voie. Ouais, je me rappelle, on avait une petite pieuvre qui c'est typique d'ici, qui s'appelle, côté italien, il s'appelle Moscardini. Quand je suis allé un de ces jours au marché, j'ai découvert que c'était la pleine saison de cette petite pieuvre. J'ai voulu la travailler. Et jusqu'à trouver la meilleure façon de la cuire, que c'était pour moi la confire, la plancher dans un bain d'huile d'olive à très basse température, où on obtenait justement une tendreté de cuisson, mais qui gardait quand même les croquants que j'aime bien de ces fruits de mer. C'était juste la pieuvre dans l'assiette avec une sauce et rien d'autre. C'était un plat où vraiment je mettais le produit avant tout. Et c'était un plat qui a duré pas mal de temps dans mes différents menus au fur et à mesure qu'il revenait dans la saison. Vous l'avez encore, cette ligne de vous effacer derrière le produit, d'être minimaliste dans l'assiette, d'avoir cette approche de mise en avant, non pas de votre nom, de vous. Oui, moi je pense qu'il y a certains produits que ça suffit, ils sont tellement uniques que j'ai envie de les partager avec mes clients tels qu'ils sont, les faire découvrir vraiment le produit et pas le chef. J'ai envie de le faire découvrir quelque chose qui est vraiment unique, qui vont pouvoir le manger qu'ici dans la région pendant un très court laps de temps. Je trouve que ça vaut mieux que toutes les techniques et toutes les associations au monde. Mais pourtant, c'est troublant pour les gens d'avoir une simplicité comme ça dans l'assiette, alors que les 3 étoiles envoient un autre message. Pour la plupart des gens, on se dit, waouh, on va s'attendre. Et vous envoyez quelque chose de très simple. Enfin, en apparence. Oui, tout à fait. On a eu beaucoup de clients, des fois, qui comprenaient pas cette démarche. Mais je pense que c'est la bonne démarche parce que c'est, en fait, qu'est-ce que c'est les 3 étoiles? Pour moi, c'est la représentation d'une identité, la présentation de quelque chose de différent, de quelque chose d'un restaurant qui vaut la peine de faire le voyage et découvrir quelque chose de différent. On est dans les domaines du luxe et pour moi, le luxe, il a totalement évolué et changé à ce luxe qu'on pouvait avoir il y a 20 ans, 30 ans en arrière. Mes grands-parents, qui étaient des personnes très, très humbles, avec son jardin potager, il est devenu un luxe. Pouvoir manger des légumes sains, sans aucun produit, qui est d'un circuit court, cueilli le matin pour les manger, pour le déjeuner, c'est du vrai luxe. Et je crois que cette approche, j'ai envie, en tout cas, que dans mon restaurant, soit l'approche qu'on a décidé de faire. Moi, je me rappelle qu'à un moment, j'ai entendu parler de vous, et c'était peut-être à travers de François Simon. Et puis, à un moment, il y a quand même eu ce truc, et par vous, je l'ai découvert, ce 50 Best. Il faut que vous me racontiez ce moment-là, quand même. Parce qu'à un moment, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 3 ans. 3-4 ans, 3 ans. Je crois qu'en 2019, on a été meilleur restaurant au monde, oui. Non, mais. Ouais. Alors, c'est vous vrai que... Vous qui étiez parti d'une crise existentielle, qui avait découvert la cuisine, alors que vous cherchiez.
20 ans après, vous êtes dans le meilleur, enfin, vous êtes élu meilleur restaurant au monde. Ouais, Au monde. ouais, c'est incroyable. C'est vrai que bon, il faut remonter dans le temps. Il y a une progression, hein. Il y a une étoile, deux étoiles. Une étoile. La deuxième étoile, justement, ça a pris 5 ans pour arriver après la première, qui était très rapide. Donc, mais en fait, il est arrivé au bon moment. Nous, on aurait voulu qu'il soit beaucoup plus rapide, mais c'est vrai que on n'avait pas forcément les moyens. On venait d'ouvrir, pas trop de moyens. C'était dur, les hivers c'était très long. On a fait énormément de services assez recouverts. Mais en même temps, j'ai eu beaucoup de chance. Il faut penser qu'en 2009, donc moi j'ai eu la deuxième étoile en 2012, mais en 2009, j'ai été nommé chef de l'année par Golmio. C'était la première fois que Golmio choisissait un chef non français pour cette premiation. Et donc là, ça m'a mis un peu dans les écrans de toute la presse et même de la presse internationale. Et c'est comme ça qu'on en arrive au 50 Best, parce que le 50 Best, c'est des gastronomes qui viennent du monde entier, qui votent, qui croisent des jugements. Exactement. Le 50 Best, c'est 1000 votants des gastronomes au monde, entre restaurateurs, chefs restaurateurs, journalistes gastronomiques et aficionés à la gastronomie. Et c'est là qu'on commence tout doucement, on rentre dans cette guide. Pendant 2010-2011, on est entre les 100 meilleurs, entre 55, 65 à l'année. Et après, on fait une rentrée fulgurante au 28e poste. Depuis 2009 qu'on monte petit dans ces guides. Et 2019, c'est la consacration au mois de février avec cette 3e étoile qui arrive. Après, au mois de juin, meilleur restaurant au monde. C'est une bonne année, hein? Ouais, c'est une belle millésime. Et élu meilleur chef du monde par mes collègues en septembre. Donc, ça a été une année incroyable. On a beaucoup de fierté, beaucoup de fierté pour mes équipes qui m'ont accompagné pendant ces longues années et soutenu. Beaucoup d'émotions avec ma famille. Et, ouais. La cuisine, du coup, elle a dû faire son chemin à ce moment-là. Quand on devient premier restaurant du monde, est-ce que vous y avez réfléchi? Et est-ce que vous avez dit, OK, c'est quoi la cuisine du meilleur restaurant du monde? Parce qu'entre ce moment de l'ouverture, ce poulpe, oui, et cette consécration où on se dit, OK, s'il y a un endroit où manger dans le monde entier, c'est ici. Je pense que le Mirassure, c'est un atout. Il n'y a pas que la cuisine, il y a les lieux, il y a ces équipes totalement cosmopolites, il y a ces entourages végétal, nos jardins qui sont des jardins sauvages pratiquement. Donc c'est vraiment un atout, une évolution de ce restaurant qui est devenu un des meilleurs restaurants au monde, ou un des plus belles expériences qu'on peut avoir dans un restaurant. Il n'y a pas une chose, il n'y a pas que la cuisine. Évidemment, la cuisine, elle a évolué. Aujourd'hui, à la place d'être 3 personnes adressées à un cuisinier, on est une quarantaine. Donc, les détails, les petites choses qu'on va pouvoir apporter, qu'on pouvait pas avant. Et surtout, cette envie continuelle de prendre des risques, de vouloir être encore meilleur, et sans aucune peur de perdre les acquis, parce que on n'a jamais des acquis pour moi. J'ai 2 dernières questions. Comment vous qualifieriez votre créativité? Comment vous la travaillez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui produit beaucoup d'idées, teste beaucoup d'idées, renouvelle souvent ses plats, ou est-ce que vous les travaillez dans la longueur? Est-ce que vous laissez infuser vos idées? Est-ce que vos plats maturent et évoluent? On a beaucoup d'exercices au Mirassure parce que depuis 2008,
on a un registre ce qui a mangé chaque client qui est passé pour le Mirasur. Et ce registre nous sert de façon que chaque fois que les clients, si un client revient, il y en a des clients qui sont revenus plus de 100 fois, on ne les répète jamais un plat, sauf ce qu'ils le demandent. Donc, vous pouvez vous imaginer la quantité de plats qu'on a pu créer au Mirasur. Ça en dit long sur votre posture. Oui. On ne s'arrête pas. On Non, se renouvelle. On se remet en on danger. s'arrête pas, on prend des risques. Pour moi, la cuisine, elle doit avoir ses hauts et bas. Un menu, elle doit avoir des hauts et des bas, comme dans la vie. On a des hauts et des bas. Ça n'existe pas la perfection. Donc, pour moi, même les défauts font partie du rythme d'un menu. C'est ce qui le rend merveilleux aussi. Ces aspérités, ça crée du relief. Oui, ça crée du relief. Quand on a un menu qui est très haut, mais qui est constamment en hauteur très linéaire, ben finalement, on arrive sans trop d'émotion. On dit, c'est un repas qui était parfait, mais je ressors sans émotion. Et notre cuisine, c'est une cuisine d'émotion. Ma dernière question que je voulais vous poser, elle est plus sur votre chemin et la façon dont vous l'avez envisagé. Quand je vous ai entendu raconter vos débuts en France, vos premières expériences, je me suis dit, il y a beaucoup de solitude. Parce que c'est quand même un mec qui a traversé l'océan, qui a dû faire ses preuves, qui s'est coltiné des 3 étoiles, des chefs, qui a fait sa place, avec beaucoup d'humilité, de respect pour ça. Mais il est seul à ce moment-là, il y a de la solitude. Et puis à un moment, il y a ce repas où vous rencontrez ces gens, et là vous dites, on était invités. Donc je me dis, à un moment, il n'a plus été seul quand même. Oui, c'est vrai comment que... votre solitude s'est rompue et à quel moment ça s'est inscrit dans votre parcours de cuisinier? Alors, je suis déjà une personne qui est incapable d'être tout seul. Maintenant, avec un peu l'âge, je commence des fois à vouloir être un peu à part. C'est les enfants, ça. Les enfants, ça aide aussi un peu. Oui, oui, tout à fait. Et vouloir trouver mes moments de solitude. Mais j'ai la chance d'avoir une grande compagne qui est Julia, qui est ma partenaire dans la vie et dans les affaires, qui m'a beaucoup épaulé. J'ai constitué des équipes qui sont devenues partie de la famille. Aujourd'hui, je suis les parents des fils de mes anciens sous-chefs. Il y a des sous-chefs qui sont des parents de mes enfants. Donc, certes, j'étais venu tout seul, mais j'ai constitué tout de suite une famille. J'ai eu ma famille à la distance qui m'a toujours soutenu. Et c'est des liens très forts qui m'ont beaucoup servi et beaucoup aidé à pouvoir être loin et être content de ce que je faisais, parce que finalement, je ne m'ai jamais senti tout seul. Aujourd'hui, on a aussi une partie de ma famille qui est venue me joindre ici, une de mes sœurs qui est écrivaine et qui a écrit le livre de Mirasur, et qu'aujourd'hui, elle travaille à mon côté au quotidien. C'est elle qui est en charge d'une équipe de recherche avec une anthropologue et un ethnobotaniste qui font partie de l'équipe de recherche de Mirasur. Génial. C'est quoi les 10 prochaines années? Vous voyez comment? Vous y pensez ou pas? Non, j'essaie de vivre, après tout ce qu'on a vécu, j'essaie de vivre au jour le jour et de me faire plaisir au quotidien. Une chose que j'ai claire dans ma vie, c'est que je vais continuer à faire ce métier jusqu'à les jours que j'aurai envie et la passion de le faire. Je le ferai pas par obligation. Je me dis jamais je vais mourir cuisinier. Je pense que dans la vie, il faut faire plein de choses. Dans la vie, faut faire plein de choses. Je sais pas comment vous entendez ces mots et si vous êtes comme moi sensible à la manière dont Mauro les prononce. Il y a là un mélange de douceur et de détermination, de grande ouverture sur le monde, sur les autres et une force individuelle mêlée. Des heures après avoir allumé nos micros, après ces mots, on s'est remercié,
On a refait un tour du restaurant et on s'est dit au revoir, chaleureusement. La plupart du temps, quand je rencontre les chefs, il y a un avant et un après. Au premier abord, souvent, ils sont prudents, un peu distants. Et après notre échange, souvent, on se retrouve ému par ce qui vient de se passer, et un lien semble être né. En général, on se rappelle de ces rencontres-là. Je sais pas si Mauro se rappelle de ce moment, mais moi je me souviens m'être dit, c'est marrant, on le quitte comme on l'a rencontré. Son humeur, je veux dire, elle a pas varié. Il me serre la main en me disant de revenir le voir avec le même égard qu'il m'a accordé quand on s'est présenté. Et c'est pas pour rien si cet homme-là a traversé un océan pour faire éclore sa passion. Pas pour rien que, seul avec son pressentiment, il a su qu'il fallait aller de l'avant sans se soucier d'une langue, d'une culture, d'un étranger et de grandes figures qui auraient dû ou pu intimider. Parce que lui, il voit pas les barrières. Il en met pas entre lui et les autres, pas plus qu'il n'en met entre lui et le monde qui l'entoure, entre son cœur et ses terres, celle qu'il a vu naître et celle qu'il a adoptée. Mauro Colagreco, il avance, solide, torse fait pour fendre non pas les obstacles, ça il les enjambe, agile, non, son corps et son esprit, ils fendent depuis toujours les préjugés, les lignes qui isolent, les pensées courtes et les gestes qui ne sont faits que pour soi. Alors quand on s'est dit au revoir, je me suis rendu compte qu'en fait il était là, depuis le début, ouvert à moi, alors qu'on se serrait la main pour la première fois. Et forcément, dans sa cuisine, on retrouve cet axe parfait. L'homme, l'environnement, celles et ceux qui l'entourent. Alors si vous avez la chance de le croiser, vous vous direz à votre tour qu'il donne ainsi des raisons d'espérer. C'est Mauro Colagreco, un homme qui nous dit qu'on peut donner le meilleur de soi et révéler le meilleur du monde. C'est lui qui nous dit, retenons-le, que dans la vie, on peut faire plein de choses. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à découvrir l'histoire de Mauro Colagreco que nous avons eu à l'enregistrer. Si vous ne l'avez pas déjà fait, notez notre podcast, envoyez-nous des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle histoire, un nouvel épisode, un nouveau chef.